Bon, aujourd'hui, ça va être particulier comme cours parce que je vais, on va dire, résumer une grande partie des choses qu'on a vues pour l'instant en physique quantique. C'est sûrement on va voir des choses qu'on a déjà vues, mais voilà, aujourd'hui c'est vraiment un résumé pour que tu vois un peu l'origine de la physique quantique et ce qu'on a actuellement. Bon, on va pas aller jusqu'à maintenant, mais ce qu'on a appris actuellement. Bien sûr, je ne pourrai pas aller dans les détails parce que tout ce qui concerne les calculs, malheureusement, bah, je ne les ai pas encore refaits. Du coup, je ne pourrai pas développer des choses et tout, te justifier pourquoi on a telle équation, pourquoi on a telle formule. Du coup, bah voilà. Il faudra attendre après, quoi. Du coup, là, il y a quatre parties de cette capsule. On va d'abord parler de l'origine de la physique quantique, en parlant de Newton, ce qui a été développé à l'époque et tout, jusqu'à ce qu'on s'est dit qu'en fait, il faut développer une nouvelle physique. On va voir après le but de la physique quantique, qu'est-ce qu'on essaie de faire. Bien sûr, tout ça, c'est à travers ma compréhension. Il faudra encore que je me renseigne et voilà. Tout ça, c'est vraiment, c'est ce que j'ai compris pour l'instant en physique quantique. Du coup, ça peut te servir comme base de compréhension. Mais voilà, je ne suis pas allé ouvrir des livres pour me renseigner et tout. Bref, là, ce que je veux dire, c'est ce que j'ai entendu et j'ai compris. Du coup, le but, vraiment ce qu'on essaie de faire dans ce cours de physique quantique, ou en tout cas en général dans la physique quantique, on va venir une fois que tu as compris le but de la physique quantique, on va partir des bases de la physique quantique. Par exemple, les particules. On va voir les différentes particules. On va voir les différentes particules qui existent. On va aussi voir les interactions entre les particules, notamment les quatre interactions fondamentales, dont la gravité, les forces électriques et le magnétisme, en gros les forces électromagnétiques, les interactions faibles et fortes. Et on va voir après les origines vraiment de la physique quantique. Ça, c'est vraiment les bases. Ça, c'est le début. Comment on en est arrivé à là. On va voir la notion de onde-particule. Vous allez voir qu'une particule peut être une onde et non, une particule est une onde et à la fois une. En gros, toute particule est une, toutes les particules ont les propriétés d'une onde et les ondes ont les propriétés de, de la particule, notamment la lumière. Au début, on croyait que c'était pas fait de particules, mais on s'est rendu compte que oui, la lumière est faite de particules. Mais ces particules se comportent comme une onde. Mais bref, du coup, voilà, on va voir ça ici en détail. Puis on va voir quoi? On va voir vraiment le cours de physique quantique. Notamment, là c'est une erreur. J'ai pris ça, j'ai mis là. On va voir notamment. Ah, j'ai pas préparé ça à l'avance. Bon. On va voir notamment les équations de changer. On va voir, on va voir notamment l'équation qui va nous permettre de décrire ce qui se passe à l'échelle microscopique. On va voir développer tout ça ici. Et après, on va faire quoi? On va voir les postulats de la physique quantique et ainsi les propriétés qu'on a pu développer dans le cours. Et ici, je laisse ça soit pour écrire des développements ou bien soit pour ajouter quelque chose à la fin si j'ai le temps. Mais commençons par le début. On remonte aux années 1700 et je sais pas quoi, je ne suis pas fort en date, hein, avec Newton. À l'époque, dites-vous que Newton, il se demandait comment les planètes se comportaient entre eux. Pourquoi ils tournent autour du Soleil. Pourquoi, voilà, tu vois. Avant Newton, il y avait Kepler qui avait compris comment les planètes fonctionnaient, enfin, comment ils se comportaient. Et il avait notamment énoncé ces trois lois qui lui sont dédiées, les trois lois de Kepler, ces trois-là décrivent les comportements des planètes entre eux. Et du coup, Newton, après, a voulu se plonger là-dedans, notamment en amenant des preuves, parce que Kepler a dit que c'est comme ça que ça se comporte, mais il ne l'a pas prouvé. C'est juste des choses qu'on peut observer, tu vois. Mais Newton voulait quand même utiliser les maths pour démontrer cela. Il voulait avoir un moyen de décrire la trajectoire des planètes. C'est vraiment ça le. Voilà. Il voulait décrire. Une de ses ambitions était de décrire le mouvement des planètes, notamment leur impulsion, la quantité de mouvements qu'ils font, mais aussi leur trajectoire, pour prédire à quel moment telle planète va arriver, on va dire ici ou ici. Ici, tu as le Soleil. Eh bien, les planètes
tourne autour du Soleil. Et voilà. Il voulait avoir un moyen de prédire les planètes. Il voulait un moyen de prédire la position des planètes au cours du temps. Voilà. Avec, il a réussi, hein. Il a réussi. Il a trouvé. Il s'est dit que entre les planètes, il y a une certaine potentiel, un certain potentiel qui fait qu'ils s'attirent entre eux, ou bien qu'ils tournent autour du Soleil. Il y a un certain potentiel qui dépend de la position du rayon. Là, tu as un cercle ou une ellipse, et bien il y a un rayon qui le caractérise. Eh bien, le potentiel dépend si tu es loin ou proche du Soleil, tu vois, ou bien de la planète. Parce que là, c'est le Soleil. Mais autour d'une planète, il y a aussi la Lune qui tourne. Enfin, il y a aussi les satellites qui tournent. Là tu as une planète, par exemple la planète Terre, eh bien, il y a la Lune qui tourne autour, tu vois. Et voilà, c'est une des choses que Newton voulait comprendre pourquoi c'est comme ça. Et il a postulé, il a dit qu'il existe un certain potentiel V qui fait que c'est possible. La potentielle ici, avec les outils mathématiques de l'époque, on a su dire que tout potentiel dérive d'une force qui est conservative. Donc, pour obtenir la force qui fait que ça s'attire, eh bien, il fallait dériver cette potentielle. Et pour dériver cette potentielle, on utilise un outil qui s'appelle le gradient. On utilise un outil qui s'appelle le gradient, c'est en fait une dérivée d'une fonction à plusieurs variables. Bon, ici, la variable c'est R, du coup on peut juste mettre une dérivée normale. Mais pour des fonctions qui ont plusieurs variables, comme le potentiel terrestre, qui dépend de x, y, z, eh bien il faut utiliser ça parce que c'est quoi? C'est juste dériver par rapport à toutes les positions des variables de la fonction qui est ici. C'est une fonction à plusieurs variables en potentiel. Et du coup voilà, bref. Du coup, avec les maths de l'époque, ils savent comment passer du potentiel à une force. Il faut dériver le potentiel. Et à l'inverse, il faut intégrer les forces pour avoir le potentiel. Bref, et du coup, il est arrivé à dire quoi? Que la force était proportionnelle à la masse de la planète étudiée fois la masse du corps qui est attiré par la planète étudiée. Ici, c'est le Soleil c'est le Soleil qui est étudié ici. Sa masse, c'est grand M. Et par exemple, la Terre qui tourne autour du Soleil, sa masse sera petit m. Et inversement, la force ici est inversement proportionnelle à la distance au carré. Et vu que la distance est radiale, parce que ça ressemble à un cercle, on va plutôt le noter R. D'ailleurs, c'est pour ça que le potentiel dépend de R. R carré, la distance au carré. Et fois une constante qui fait que les mesures de la vraie vie de cette force est juste. Parce que ça dit que, voilà, ça c'est vrai, on voit que c'est proportionnel. Au plus tu t'éloignes du Soleil, au moins tu es attiré par le Soleil. Donc la force diminue. Parce que R grandit au dénominateur. Et au plus les masses sont grandes, au plus la force est grande. Par exemple, Soleil et Terre sont très attirés. Plus attirés que Terre et Lune, tu vois. Enfin, bref, tu as compris l'idée. En tout cas, voilà. Ça, c'est la formule qu'il a eue. Et par la suite, cette formule-là, on l'a généralisée pour tout corps. Parce que ça, c'est une formule qu'il a eue de ça. Mais on l'a généralisée pour tout corps. En gros, sur Terre, maintenant, quand tu as un objet qui accélère, donc déjà, quand tu as un objet qui est en mouvement, on représente ce mouvement par une grandeur vectorielle qui est P. P indique le mouvement, comment il est. Est-ce que le mouvement, il y a un grand mouvement, un petit mouvement? Par exemple, ça, là, ça bouge comme ça. Ok, il bouge, hein. Il y a un mouvement. Maintenant, je fais ça. Il y a un plus grand mouvement. Maintenant, je fais ça. Tu vas me dire que, au plus en plus, j'accélère. Mais en réalité, non, je n'accélère pas. Je bouge à la même vitesse, sauf que la vitesse est grande. Accélérer, c'est ça. Au moins, tu avances. En gros, ta vitesse change à chaque instant. Mais juste là, je bouge de la même manière. Juste que maintenant, je bouge avec une vitesse plus grande, tu vois. Du coup, le mouvement dépend de la vitesse de l'objet. Le mouvement dépend de la vitesse et aussi de la masse. Parce que si mon objet ici est massique,
eh bien, il va moins bouger. S'il bouge, ça veut dire que son énergie est plus grande, tu vois. Son mouvement est plus grand, on va dire. Bref, on pour dire que ce grandeur caractérise, on va dire, le mouvement d'un objet, d'un corps massique, bien sûr. Et elle est égale à la masse, elle dépend de la masse. Plus la masse est grande, plus l'énergie que, on va dire, qu'elle utilise pour avancer est grande, tu vois. Parce que ça, là, je pousse, ok. Mais si elle était massique, je poussais plus, tu vois, pour qu'elle avance de la même manière. Donc, on dira que son mouvement dépend aussi de la masse. Et surtout, de la vitesse, parce que c'est la vitesse qui dirige ce mouvement. On peut aller comme ça, ou bien obliquement, tu vois, ou bien gauche, droite, tu vois. C'est important de savoir vers où on bouge. Et pour savoir vers où on bouge, le vecteur de la vitesse va nous dire vers où on bouge, car c'est un vecteur. Un vecteur, il contient trois informations. La norme, ça veut dire que la vitesse réelle que la particule utilise pour avancer, la direction et le sens. La norme, c'est vraiment la vitesse pure de l'objet. La direction, c'est horizontale, verticale ou oblique. Le sens, c'est gauche-droite. Ça va? Du coup, voilà. C'est pour ça que la vitesse est un vecteur. Parce qu'il nous donne ces trois informations-là. Il nous les faut parce que une vitesse comme ça n'est pas la même chose qu'une vitesse comme ça. Ou encore comme ça. Comme ça, tu vois? C'est pas la même chose. Ça dépend de la direction, du sens et de la valeur de la vitesse. Du coup, elle dépend de la vitesse et du masse. En gros, ça décrit juste la quantité de mouvement. Quand tu connais ça, tu sais à quel point l'objet il grandit, il bouge, je veux dire. Il bouge. Voilà. C'est tout ce que tu as besoin de savoir pour ce P-là. Je ne saurais pas te dire plus. En tout cas, ça caractérise la quantité de mouvement. Bref. Où je veux en venir? Tout objet sur Terre a ça comme truc. Ok? Et Newton, il voulait savoir qu'est-ce qui fait qu'un objet accélère. Parce que, en fait, les planètes ici, ils accélèrent autour du Soleil. Tu vois, arrivé ici, ils accélèrent et puis ils décélèrent. Arrivé ici, ils accélèrent, ils décélèrent. Tu vois? Du coup, ça veut dire qu'il veut quand même pouvoir, on va dire, pouvoir décrire le phénomène de accélérer. Pour l'instant, je te parlais de P. P, c'est pour le mouvement. Le mouvement, pour l'instant, il est constant. La vitesse est constante, tu vois. On constate un mouvement, il est constant, tu vois. Mais quand le mouvement accélère, Newton s'est dit, pourquoi le mouvement accélère? Genre, il peut se dire qu'en vrai, non, c'est pas grave. On voit que la trajectoire, c'est juste un ellipse. C'est pas grave, hein, on accepte. Mais on s'en fout de ce qui fait qu'il a cette trajectoire-là, la planète autour du Soleil. On peut s'en foutre. Mais il s'est dit, qu'est-ce qui causerait le fait que la planète accélère? Ok? Cette question, on peut se la poser pour les objets de la Terre. Qu'est-ce qui fait que cette boîte accélère comme ça? Ou bien qu'une voiture accélère? Ou bien que moi j'accélère? Ou bien que, bref, quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'un objet accélère? Accélère ou bien on modifie sa vitesse? Parce qu'on peut modifier la vitesse d'un objet en l'accélérant, mais aussi en le changeant de direction, tu vois. Ça reste aussi une accélération parce qu'on change cette vitesse qui était constante. Là, elle n'est plus constante. Quand elle fait comme ça et je fais comme ça, alors, elle n'est plus constante, tu vois. Bref, il y a d'autres types d'accélération. Et il y a l'accélération liée vraiment à la valeur de la vitesse qui change, mais aussi l'accélération liée au fait qu'on change de direction. Bref. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'un objet accélère? Qu'est-ce qui fait que l'objet accélère ou bien se déforme, tu vois? Bref. Toutes ces choses-là, c'était des choses que Newton voulait savoir. Et il s'est dit, tiens, on va dire que pour qu'il y ait une accélération, il faut qu'il y ait des forces qui fassent cette accélération. Toute accélération est due à une force. Tout objet qui accélère vient forcément d'une force. Et du coup, il a postulé la loi suivante. Je vais effacer ça. Donc, prenez une photo. Si vous ne voulez pas que ça se perde. Ou même mieux, je vais juste aller ici, en bas ici. C'est fait pour ça. Alors ça, je vois si on voit bien. Là où non, on ne voit pas. Voilà, là on voit. Ok. Du coup, il s'est dit que, en fait, le P là, ok, c'est la quantité de mouvement. Ok. C'est une quantité de mouvement, constant bien sûr. Ok.
c'est égal à masse fois la vitesse. Comment décrire le fait que ce P-là, il change de vitesse? Parce que le P, il est lié à la vitesse. Genre, vitesse constante, et au moment où il accélère, bah, la vitesse n'est plus constante, tu vois. Et bien, c'est ça qui Newton s'intéressait. Pourquoi l'objet accélère? Eh bien, il s'est rendu compte que la variation de ce P au cours du temps était égale à la somme des forces appliquées sur l'objet. En gros, si tu mets des forces sur l'objet, eh bien, tu peux le mettre en accélération. Inversement, si un objet est en accélération, forcément, il vient d'une force. Ça va? D'un côté, c'est obligatoire, voilà, tu peux l'observer, non, c'est obligatoire. Et de l'autre côté, quand tu mets une force, à tout moment, l'objet ne bouge pas, tu vois? Il n'accélère pas. Pardon. À tout moment, l'objet n'accélère pas. Mais au moment où si tu arrives à le faire accélérer, c'est parce que tu as mis une force. Mais inversement, c'est vraiment vrai. Genre, quand un objet accélère, c'est parce qu'elle subit une force. Juste que de l'autre côté, bah, si l'objet est massique, des fois, c'est difficile de le mettre en accélération ou en mouvement. Du coup, voilà. Ce qui fait que cette grandeur-là varie, qui définit le mouvement mais constant, ce qui fait que ça varie, ça veut dire qu'il y a des forces qui agissent dessus. Somme des forces égale à la variation de ça au cours du temps. Et tu me vois venir, hein, ça c'est quoi? C'est la dérivée de ça. Là j'ai quoi? J'ai une fonction. Là c'est une constante, là c'est une fonction. Ok? Ça veut dire que, genre, si la vitesse varie, s'il y a v de t, si la vitesse ici varie, eh bien la dérivée existe. Enfin, elle existe toujours, mais juste que si elle ne varie pas, eh bien, ça et ça sera constant et ce sera 0. Et on aura somme des forces égale à 0, ou bien 0 égale à la somme des forces. Ok? Somme des forces égale à 0 que quand la vitesse varie, que quand la vitesse de l'objet il bouge. Sinon, la somme des forces elle est égale à 0 parce que l'objet n'accélère pas. Bref, en gros, la variation de ce quantité de mouvement est liée à ça. Ça va? Si ça varie, eh bien, ça veut dire que c'est ces forces-là qui ont fait que ça a varié. Et ça, c'est quoi? C'est la masse fois la dérivée de la vitesse au cours du temps. Ok? Égale la somme des forces. J'efface. Est égale à la somme des forces. Ok? Et justement, c'est quoi la variation de la vitesse? On a appelé ça, bah justement, c'est l'accélération auquel Newton s'intéresse. C'est ça, là. En fait, ce qui fait que l'objet accélère, c'est parce que sa vitesse, elle varie, tu vois. Et comment quantifier la variation d'un objet? Eh bien, en utilisant une dérivée. On va dériver cet objet. On va mesurer, on va dire, le rapport entre la distance parcourue divisé par le temps qu'il met pour parcourir. Mais en un instant donné. C'est-à-dire qu'on va faire quoi? On va faire la distance parcourue. Ok? Non, mais du coup, ici ce n'est pas la vitesse. Ici, ce n'est pas la distance parcourue, ce sera la vitesse parcourue. Non, ce sera la vitesse parcourue au cours du temps. Mais en étant petit. Et quand tu tends la limite de ce taux-là, qui mesure, on va dire, le changement de l'objet, eh bien, quand le temps tend vers l'infini, tu obtiens ce qu'on appelle l'accélération. Ok? En tout cas, tu obtiens une valeur qu'on va appeler accélération. Ça va? C'est juste justement, cette accélération, c'est la variation de la vitesse. C'est quand la vitesse change. Eh bien, la valeur du changement de la vitesse, c'est l'accélération. Bref, c'est pas un cours de mécanique. Je vais juste. Normalement, c'est physique quantique, mais là, je me suis dit pourquoi pas expliquer ça. Mais voilà. Du coup, revenons à la. Voilà. Du coup, Newton a réussi à trouver que somme des forces égale à ma. Ok. Bref. Du coup, avec ça, là, on a fait plein de choses dans ce monde macroscopique. On a réussi à construire des voitures, des bâtiments, des bateaux, des avions, plein de choses à l'aide de ça. En connaissant ce lien entre l'accélération et les forces. Ok? Avec ça, on a développé plein de choses. Bref. Mais, arrivé à un moment, on s'est retrouvé à. On
on n'arrive plus à décrire les choses avec ça. Avant, on pouvait tout décrire avec ça. On a défini quoi? On peut tout définir avec ça. Et voilà. Bon, avant ça, il y avait quoi? Il y avait l'impulsion, il y avait l'énergie. Ça, c'est des choses importantes pour une particule. Un objet est défini par sa quantité de mouvement. Un objet est défini par sa quantité. Un objet est défini par sa quantité de mouvement et aussi par son énergie, que ce soit énergie potentielle, cinétique, calorifique, électrique, peu importe, tout objet possède une énergie. Du coup, c'est l'énergie totale. Du coup, tout objet est caractérisé par l'énergie et l'impulsion. Ok? Et juste Newton a donné une version, on va dire, vectorielle. Somme des forces égale à masse fois accélération. Ça, c'est une version vectorielle de ce qui se passe dans ce monde macroscopique. Et ça, c'est une version moins vectorielle, parce qu'il y a l'énergie qui est un scalaire. Et ça, c'est juste l'impulsion, parce que, voilà. Bref, en tout cas, voilà, on peut décrire le monde avec des vecteurs, mais aussi avec des grandeurs scalaires, ou semi-scalaires, parce que là, il y a l'énergie, mais là, il y a l'impulsion. Mais voilà. Bref, en gros, voilà. Jusqu'à maintenant, on faisait tout avec ça. Tout ce qui est particules, c'est avec ça qu'on faisait. Et les ondes, on utilisait d'autres choses pour décrire les ondes. On utilisait le fait qu'ils se propagent. Se propager, c'est quand le temps s'écoule, eh bien, genre l'onde, ce qu'elle fait, varie quoi. Et selon où tu es, l'onde varie plus ou varie moins. Et donc, pour une onde, eh bien, elle est caractérisée par une constante ici, que je vais appeler K, fois la variation de l'onde, enfin de la position de l'onde par rapport au temps, égale à une autre coefficient que j'ai appelé par exemple, bon, on va tout mettre ici, est égal à la variation au carré de la position autour de l'espace. Enfin, ici, je vais mettre par rapport à. Enfin, bref, une onde, il y a une manière de décrire. Et là, juste, je suis en train de dire que on peut tout décrire avec ce qu'on avait. Jusqu'à arriver à un moment donné, à l'échelle atomique, eh bien, on avait du mal à expliquer certains phénomènes. Comme, enfin, je ne connais pas, j'ai pas d'exemple là, mais il y a des choses qu'on ne peut pas décrire. Comme par exemple la position d'un électron. On ne peut pas savoir à quel moment on aura un électron. Enfin, je veux dire où l'électron se trouve. On ne sait pas. Et malheureusement, le modèle de Bohr ou bien le modèle de Newton ici ne permet pas de savoir où se trouve l'électron. Et ça, c'est un problème parce que la physique aime bien tout démontrer, tout prouver à l'aide de petites choses comme ça et d'autres postulats. Et du coup, postulat, c'est un truc qu'on ne peut pas démontrer mais qui est observable dans la vraie vie. Et du coup, les physiciens, ils étaient embêtés parce qu'ils n'arrivaient plus à décrire tout avec ça. En particulier des choses petites. Et du coup, ils se sont dit qu'il faut trouver quelque chose d'autre pour faire cela. Et c'est tout l'objectif du cours de physique quantique. D'abord, je vais voir si la caméra est bien, on va dire, orientée vers là. Et je vais voir si j'ai des messages. Enfin, pour voir si je suis... Ok. Bon, du coup, on va un peu s'attarder. Je vais marquer comme lu le message. Car si je fais voir le message, eh bien, la vidéo va se couper. Je vais marquer comme lu. Ou même OK. Comme ça, ils savent que je ne serai pas là, même s'ils s'en foutent. OK. Poster. Parfait. On va continuer. Bref, du coup, c'est tout l'objectif de ce cours. Décrire au mieux ce qui se passe à l'échelle de l'atome. Parce que c'est là où les modèles d'avant, les outils qu'on avait avant pour décrire le monde ne marchent plus. Ils savent que c'est utile pour décrire les planètes, les objets, les machines, plein de choses, mais arrivé au moment où il faut décrire ce qui se passe dans le monde microscopique, ça ne fonctionne plus. On n'obtient plus des résultats cohérents. Vous savez, en physique, on a des formules, des postulats, et on peut les observer dans la vraie vie. On peut les démontrer avec des expériences. La physique est une science
qui est basé sur les expériences. Ce qui est prouvé expérimentalement est vrai de la physique. Et du coup, les maths peuvent aider à trouver d'autres choses que le monde ne peut pas expliquer, tu vois. Et quand on a de nouvelles, quand on a de nouvelles, quand on a de nouvelles formules ou de nouvelles équations, eh bien, on les vérifie au laboratoire. Et si ça correspond, on dit que cette formule-là ou bien cette équation-là est correcte. Jusqu'à ce que quelqu'un montre le contraire. Et du coup, voilà, c'est comme ça que la physique fonctionne. Ils aiment bien tout démontrer à l'aide de petits postulats et d'expériences de la vraie vie de tous les jours. Et voilà, et aussi des maths, parce qu'ils utilisent des maths pour encore aller plus loin dans la description. Car il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment prouver actuellement à cause de la technologie. Mais plus les technologies avancent, au plus on peut prouver des choses. Mais en attendant, on utilise des maths pour aller plus loin, parce que les maths, c'est vrai, c'est des relations correctes, 1 plus 1 égale à 2. Et avec ça, on démontre plein de choses qui sont cohérents et avec les notions physiques. Bref, le but de ce chapitre, ou bien de ce cours, c'est d'écrire au mieux possible ce qui se passe à l'échelle microscopique. Car une fois qu'on fait ça, bah, on est gagnant parce qu'on va pouvoir faire plein d'autres technologies, plein d'autres choses qu'on pourra faire, comme l'ordinateur quantique. On va mieux, voilà, on va l'utiliser pour faire mieux, pour faire de meilleures choses que ce qu'on pouvait faire avec un PC normal. Bon, par exemple, ça peut permettre de protéger mieux les serveurs ou bien les données. Parce que les hackers, eux aussi, vont se mettre à utiliser ce truc-là et ça va être chiant à contrer parce qu'ils pourront pirater plein de systèmes avec l'ordi quantique. Et du coup, si on sait comment ça fonctionne au mieux possible, eh bien, on peut se protéger ou bien même faire ce qu'ils font, quoi. Bref, du coup, voilà, c'est utile de comprendre ce qui se passe à l'échelle microscopique. Comme ça, on peut l'utiliser à notre avantage pour nous faciliter la vie ou encore pour juste se dire on est fort, on a réussi à expliquer ce qui se passe à l'échelle petite et on a réussi à le... Enfin bref. Voilà, le but c'est d'écrire ce qui se passe à l'échelle microscopique. L'échelle des molécules, atomes, et des particules. Bref. Ce que on va voir ici. Mais pour ça, je vais effacer ça. Voilà. Et du coup, voilà. Du coup, parlons des particules. Ok, maintenant qu'on sait le but, il faut quand même des armes. Tu vois, il faut décrire les choses basiques. Comme qu'est-ce qui compose l'univers? Qu'est-ce qui compose la matière? Ça, par exemple, on sait que c'est composé d'atomes. Et atomes, on ne peut pas avoir plus petit on ne pourra pas avoir plus petit qu'un. On ne pourra pas avoir quelque chose de plus petit qu'un atome. Et donc, bah voilà. Et même juste maintenant, récemment, on a prouvé des choses. On a vu que à l'intérieur d'un atome, il y a encore d'autres choses qu'il y a. Et voilà. Et on appelle ça des particules fondamentales. Si, par exemple, il n'y avait pas d'autres particules plus petites qu'un atome, en tout cas, qui composent l'atome, eh bien, les atomes seront les particules fondamentales de l'univers. Mais vu qu'on a prouvé expérimentalement qu'il y avait d'autres particules plus petites et qui composent l'atome, qui le construit, on va dire, eh bien, c'est cela qu'on va appeler particules fondamentales parce que c'est avec eux qu'on construit tout. C'est comme un Lego, une pièce de Lego, c'est un particule fondamental. Avec une pièce de Lego, tu peux construire plein de choses. Des murs, des bateaux, des avions, des robots, des dinosaures, bref, plein de choses que tu peux construire avec une pièce de Lego. Et bien voilà. Considère que ta pièce de Lego, c'est tout simplement les particules fondamentales. Et on va les numérer, on va citer. Toi, tu peux citer tes pièces de Lego. Tu peux dire qu'il y en a un jaune, bleu, rouge, bref, il y a un avec cette forme-là, etc. Tu peux la décrire, tu vois, et les citer comme un tableau comme les atomes de Mendeleev. On peut les citer et tout, il y a ça, il y a ça. Mais on va faire la même chose, mais pour les particules fondamentales, plus pour les atomes. Et du coup, comme première particule, il y a les particules de masse. Il y a deux types de particules. Il y a deux types de particules.
il y a les particules de masse et les particules de liaison, on va dire. Les particules qui servent à faire des liaisons, les forces qui existent dans le monde. Du coup, il y a les particules de liaison. Ok. Comme particule masse que tu connais, il y a le quark, il y a les quarks. Les quarks, ils composent tout ce qui est protons et neutrons. Il y a comme quark le quark up, le quark down, le quark up, down, le quark c'est charme, le quark j'oublie leur nom, mais voilà, il y a le bottom et le top et le bottom, je pense. Il y a le charme et le charme, je sais pas quoi. Bref, en tout cas, ça c'est des quarks de matière. C'est des quarks, des particules qui composent toute la matière, tout ce qui est atome et tout. Et du coup, voilà. Et du coup, bah, voilà. Ça, c'est le plus commun. Ça c'est ce qu'on a le plus dans l'univers. C'est 99% de l'univers est composé de quarks up et down. Ok, les matières qui composent l'univers. Puis il y a les charmes et le je sais pas quoi, charme, je sais pas. Et il y a les top et bottom. Au plus tu vas là, au plus c'est rare de trouver. Eux, ils sont lourds, ça veut dire qu'ils sont instables, on va dire. Instables ou quoi, je sais pas. En tout cas, c'est rare de les trouver dans la vraie vie de tous les jours. Eux, encore pire, c'est encore plus grave parce qu'ils sont encore plus lourds. Et encore plus lourd, je sais plus ce que ça fait, mais je pense que ça se désintègre ou un truc du genre. En tout cas, bref, vu qu'ils sont lourds, en fait, parce qu'ils sont lourds qu'ils sont rares à trouver. Mais pourquoi? Je pense que c'est parce qu'ils se désintègrent ou bien qu'ils sont instables, je sais pas. Mais voilà. Après, les quarks, ok? Déjà, avec les quarks, qu'est-ce qu'on peut faire? Un quark, tu peux l'assembler, tu peux prendre plusieurs quarks ensemble. Tu peux par exemple prendre un quark up, deux quarks up et un quark down. Ces deux-là, ça forme une particule que tu connais très bien, qui est je vérifie. Je pense que c'est je sais plus si c'est le proton ou le neutron, mais c'est l'un des deux. Et l'autre c'est up, down, down. Ok. Je pense que neutron, ça c'est le neutron. Et ça c'est le proton. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Plusieurs quarks peuvent former on va dire un autre particule. Donc, ces trois quarks-là forment un autre, par exemple. Si ce que je dis c'est juste, en tout cas c'est l'un des deux. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Je sais plus trop. Mais bref. Et lui, il forme le proton, on va dire. Mais en tout cas, ça là, on appelle ça des nucléons. En gros, le neutron c'est un nucléon. Et le proton, c'est aussi un nucléon. Quand tu as enfin, c'est des nucléons. Mais, attends. Il y a aussi les hadrons et les mésons, enfin, j'ai oublié un peu. En tout cas, voilà, ça s'appelle des nucléons. Mais il y a d'autres combinaisons de quarks. Hein. Il y a des quarks, mais il y a les anti-quarks. Ça, c'est nucléon, mais en réalité, c'est des hadrons. C'est des hadrons. Hadron, c'est quoi? C'est simplement plusieurs quarks ensemble. Hadron, c'est juste plusieurs quarks ensemble. Ok? Et on appelle ça aussi, en tout cas, ces quarks-là particuliers, on appelle ça des nucléons. Mais il peut y avoir d'autres hadrons. Hein. C'est un cas particulier, le hadron. Le nucléon, c'est un cas particulier du hadron. Il peut y avoir plusieurs types d'hadrons. Mais là, le nucléon, c'est parce que c'est des hadrons dans le noyau. Du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça des nucléons. Nucle, ça veut dire un truc avec le noyau. Il y a les hadrons, il y a les baryons et les mésons. Baryon, c'est quoi? Méson, c'est quoi? En tout cas, je sais plus. Un des deux, c'est vrai, mais je sais pas. En tout cas, un des deux, c'est juste un quark plus son quark symétrique, opposé. Quark et anti-quark forment, je pense que c'est un méson, ça forme. Je suis plus sûr. L'un des deux, en tout cas. Et l'autre, c'est quoi? C'est juste simplement un quark
J'ai oublié. En tout cas, l'un des deux, c'est juste quand tu mets un quark et un anti-quark ensemble. Ça s'appelle la maison, je pense. Bref, en tout cas, il y a des noms selon la combinaison de quarks que tu fais. Voilà. Ça, c'est les quarks de matière. Selon la combinaison, selon la combinaison que tu fais avec eux, eh bien, tu peux avoir des hadrons, des mésons, des baryons. Donc, en tout cas, ça, c'est quarks, mais il y a aussi les anti-quarks. Dans l'univers, toute particule possède des antiparticules. En gros, leurs opposés, leurs jumeaux, miroirs, sombres, ténébreux. Tel que quand on les met ensemble, eh bien, il n'y a plus rien. Je pense que ça émet de la lumière, un truc du genre. Je ne sais plus ce qui se passe, mais en tout cas, ils s'annihilent entre eux deux. Mais je ne sais pas si ça rejette. Je ne sais plus si ils se rejettent entre. Enfin, si cette union rejette des particules ou pas. Bref, je ne sais pas. En tout cas, c'est quand les deux, quand les deux se retrouvent, il se passe un truc pas trop beau. En tout cas, soit ils s'annihilent, soit il y a un truc qui se passe. Je ne sais plus. En tout cas, voilà. Et du coup, voilà, ça c'est les quarks. Dans les particules de masse, il y a les quarks. Mais il y a aussi les leptons. Dites-vous que c'est des quarks, mais légers, très légers. Lepton, c'est lié à léger. Je pense que c'est du grec, hein, mais lepton veut dire ce qui est léger. Hadron, c'est ce qui est lourd, tu vois. On a pu appeler, enfin bref, c'est sûr qu'hadron, on l'a utilisé pour l'union entre les quarks. D'ailleurs, ce qui fait que les quarks sont réunis ensemble pour former, on va dire, un proton ou un neutron, on va voir ça après dans les particules de liaison. C'est les gluons qui font cela. Un gluon pour colle, ils collent les quarks entre eux pour former un proton, un neutron ou autre chose. En tout cas, un hadron. Okay. Et j'ai oublié de dire, hein, mais hadron, c'est juste plusieurs quarks ensemble. Mais ça peut être des baryons et des mésons. Ok. Et du coup, on a vu qu'il y avait le nucléon. Du coup, je résume. Hadron, c'est quand tu mets plusieurs quarks ensemble. Quand tu formes des protons et des neutrons, des hadrons dans un noyau, on les appelle les nucléons. Quand tu formes un quark plus son quark symétrique, en gros son anti-quark, et bien ça forme un méson. Et le baryon, j'ai oublié c'est quoi encore. Bref, en tout cas, voilà, il y a des noms pour ce qu'on le donne, mais en tout cas, quand tu assembles plusieurs quarks ensemble, tu formes ce qu'on appelle un hadron. Et voilà. Bref, en tout cas, voilà. Et les hadrons, en fait, c'est juste plusieurs quarks, mais reliés entre eux par ce qu'on appelle des gluons. Et du coup, c'est vraiment important de comprendre cela. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Du coup, là, il y a ce qu'on appelle le lepton. Le lepton, c'est quoi? C'est juste. Dis-toi que c'est un quark, mais léger. Du coup, comme quark, il y a l'électron. Non, comme lepton, il y a l'électron. Il y a l'antineutrineux. Il y a le muon, l'anti-muon, et il y a j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est un taux, il y a le neutrino de ce taux. Je pense même que ça s'appelle taux, je pense. En tout cas, voilà, chaque lepton a son, enfin pas anti, ça c'est pas antimatière, c'est juste un neutrino. Chaque lepton a son neutrino. Et les neutrinos sont des leptons. Tout ça, ce sont des leptons, sauf que l'électron, il a l'antineutrino de l'électron. Il y a le neutrino de l'électron. Du coup, on dit électroneutrino, je pense. Ou bien neutrino électronique. En tout cas, tout ça, ces trucs-là sont des neutrinos. Et du coup, ça, c'est ça, c'est le neutrino de l'électron. Là, c'est le neutrino du muon. Et là, c'est le neutrino du taux. Voilà. Ça, c'est les leptons. Carrément, je fais un tableau de ça. Voilà. Comme ça, tu les as. Là, on a les liaisons maintenant. Là, c'est tout ce que tu avais comme quark de matière. Je vais effacer ça. Okay. Là, c'est tout ce que tu as comme. Maintenant, on va passer à. Je vais séparer ça. On va passer aux quarks de liaison. C'est les quarks qui sont responsables de toutes les forces qui existent dans le monde. Il y a comme force les forces gravitationnelles, les forces de la gravité, le fait que quelque chose tombe ou bien est attiré par un corps massif. Il y a les forces
électromagnétisme, non, électromagnétique, c'est force entre les charges. Et il y a des forces pour faire que les quarks sont liés ensemble. Ces forces-là, on les appelle les forces, on appelle des interactions fortes. Et il y a des forces qui permettent le fait qu'une particule se désintègre en plusieurs autres particules. La force qui fait que cela, c'est les interactions faibles. En fait, généralement, on dit interaction. Mais voilà, l'interaction électromagnétique, on peut aussi dire force électromagnétique, tu vois. Mais en tout cas, on parle d'interaction parce que une force, c'est une interaction en réalité. Je pense. Hein. Bref, en tout cas, c'est lié. En tout cas, voilà, il y a quatre forces fondamentales. Il y a la force gravitationnelle, électromagnétique, force électrique et force magnétique. Force qui fait que il y a les quarks ensemble pour former un neutron ou un proton. C'est des interactions fortes. Et les forces qui font que il y a tout ce qui est radioactif. C'est les forces qui permettent cela. Ça, c'est les interactions qui permettent cela. C'est les interactions faibles. Du coup, celui qui est responsable de l'interaction forte, c'est le gluon. Voilà. C'est le G. C'est vraiment pour l'interaction forte. Il permet à ce que plusieurs quarks soient reliés ensemble. Et le gluon, parce que gluon, ça doit te faire penser à la colle, ce qui se colle. Et du coup, c'est gluon qu'on appelle. Il y a le photon. Photon, c'est un particule qui est responsable des forces électromagnétiques. Quand deux charges s'attirent, en fait, ils s'échangent des photons. Et selon la manière dont ils s'échangent des photons, eh bien, les particules peuvent s'éloigner ou bien s'attirer. Voilà. Et du coup, les photons, ils sont responsables des interactions électromagnétiques, des forces électromagnétiques, ou bien des phénomènes électromagnétiques. Et voilà. Et la lumière est composée de photons. Car la lumière est une onde électromagnétique. C'est la propagation entre l'interaction entre les champs électriques et magnétiques. Vu que ces champs-là se propagent, eh bien, ça crée une onde. Et l'onde-là que ça crée, selon la fréquence à laquelle elle se crée, eh bien, on peut la voir ou pas. Et ce qu'on voit, c'est les ondes lumineuses. Mais il y a d'autres ondes électromagnétiques, comme infrarouge, ultraviolet, onde gamma, rayon X, rayon Y, rayon X et rayon gamma. C'est des ondes électromagnétiques. Bref. Mais en tout cas, ce qui est responsable de tous ces phénomènes-là, c'est le photon. Lui, il a une masse nulle. La lumière a une masse nulle. Lui, il a une masse, mais je ne la connais pas. Et puis après les photons, il y a des particules qui sont responsables des interactions faibles. Ceux qui permettent qu'il y ait des désintégrations radioactives, des désintégrations de particules, comme le noyau, bien un noyau, comme le noyau qui se désintègre, qui libère une particule qu'on appelle bêta moins, bêta plus ou bien alpha plus, bien alpha moins, je ne sais plus. Et voilà, ce qui fait qu'il y a des particules qui s'échappent du noyau, donc le noyau devient instable, c'est les forces interaction faibles. Et du coup, les particules qui sont responsables de ces forces ou bien de ces interactions faibles, c'est le Z et le W, plus ou moins. J'ai oublié comment ça s'appelle. J'ai oublié comment ça s'appelle. Mais voilà. Ces trucs-là, on les appelle des bosons. Les particules de liaison, on les appelle des bosons. Ça va? Là, tu as le boson du gluon, le boson photon, le boson Z et W plus ou moins. Il y a un dernier boson qui s'appelle le graviton. Mais ça, c'est pas trop sûr parce qu'on ne sait pas. On n'a pas réussi à prouver que la gravité est faite de particules. Tu vois? On a réussi à prouver qu'il y avait on a observé un phénomène d'onde gravitationnelle quand deux trous noirs se sont collisionnés ou bien se sont fusionnés. Eh bien, ça a libéré une vibration dans le vide jusqu'à la Terre qu'on a pu observer et on a conclu que c'était une onde et elle venait de la gravité, était de nature gravitationnelle. Et du coup, on n'a pas réussi à. Vu que c'est une onde, ça veut dire qu'une onde est fait de particules. Et inversement, une particule a les caractéristiques d'une onde et une onde a les caractéristiques d'une particule.
Et vu qu'une onde a les caractéristiques, a les caractéristiques d'une particule, eh bien, il y a des particules qui composent l'onde. Et vu qu'on a réussi à observer l'onde gravitationnelle, on a conclu qu'il existe une particule qui est responsable de l'onde gravitationnelle. Tout comme l'onde électromagnétique, c'était les photons qui étaient responsables de l'onde électromagnétique. Bref, en tout cas, c'est le graviton, mais on n'est pas encore sûr. On n'a pas réussi à démontrer qu'ils existaient, mais on suppose qu'ils existent parce qu'on a observé un phénomène d'onde gravitationnelle. Ok. Du coup, ça, c'est le boson. Et il y a un dernier boson qui s'appelle le boson de Higgs. C'est le boson de Englert-Higgs ou bien de Brout-Englert-Higgs. C'était 3 scientifiques qui ont travaillé sur ça et ont prédit à l'avance qu'il y aura un boson qu'on n'a pas encore découvert et que pour le découvrir, il faut des conditions particulières qu'on ne peut pas faire actuellement. Et puis après, des années après, récemment, je pense en 2015 ou je ne sais pas quand, eh bien, on a réussi à prouver que ce boson-là existe en utilisant des accélérateurs de particules, le LHC, je pense. On a fait accélérer des particules dans des spirales séparées, et puis une fois qu'ils avaient, on va dire, l'énergie minimale pour que leur collision donne le boson, eh bien, on les a mis ensemble pour qu'ils se collisionnent. Et en se collisionnant, ils ont explosé, ils ont donné ce qu'on appelle le boson. On a pu voir les bosons. Mais tu vas me dire pourquoi ce que la collision a donné, on l'appelle boson. En fait, ce que la collision a libéré des particules, dont un qui avait les caractéristiques du boson de Higgs prédit à l'avance, tu vois. Et donc, vu qu'on a vu que ce genre Higgs, Englert, Brout et Higgs, ils ont dit que, eh bien, avec telles conditions, on va avoir des particules qui ont telles caractéristiques, on aura des particules qui auront telles caractéristiques. Et du coup, en faisant la collision, on a vu ces caractéristiques-là. Et on a dit que, oui, ils ont raison, le boson de Higgs existe vraiment. Le boson là qu'ils ont prédit existe vraiment. Et voilà. C'est récent ça, mais bon, je ne le mets pas parce que ça ne concerne pas les interactions fondamentales de l'univers. Ok, maintenant qu'on a parlé de l'origine de Newton, du fait que les particules et tout, on va finir la partie origine de la physique quantique par ce concept de dualité onde-particule. L'onde a les propriétés d'une particule et la particule a les propriétés d'une onde. Mais je vais me dire, c'est quoi les propriétés d'une onde et d'une particule? On va voir ça maintenant d'abord. Car sans ça, tu ne vas pas comprendre pourquoi on dit que l'un a les caractéristiques de l'autre et l'autre là aussi. Okay, pour ça, on va développer tout ça ici. Ce cher tableau qui nous sert de défoulement pour écrire des choses. Du coup, ici, on a... Enfin, là, on ne voit pas très bien, je pense. Mais je vais faire de mon mieux pour qu'on voit. Au pire, j'écrirai là-bas. Bref, du coup, bon, là, oubliez, là, je vais juste écrire, mais je vais effacer. Je vais laisser ça ici, seulement les choses qui sont importantes. Une onde est caractérisée... On va commencer par une onde. On va commencer par une onde. On va commencer par une onde. Une onde est caractérisée par ce qu'on appelle une fréquence, qu'on note généralement une pulsation, et elle est caractérisée par une fréquence mais de la position. En gros, elle est caractérisée par 2 types de fréquences. En gros, elle est caractérisée par une fréquence temporelle, et une fréquence spatiale. Je vais nommer X. Ou bien X bar, pour les 3 positions de l'espace. X bar, c'est X, Y, Z. Ça va être la même chose. Voilà. Une onde est caractérisée par la fréquence, que ce soit temporelle ou bien spatiale. Elle est aussi caractérisée par ce qu'on appelle une longueur d'onde. Il y a longueur d'onde. Ouais, non. La fréquence temporelle, on l'appelle fréquence. Okay. En réalité, j'ai envie de dire pulsation. Okay. Ça, c'est le nombre d'ondes.
Pulsation, nombre d'ondes. Pulsation, nombre d'ondes. Voilà. On appelle ça fréquence parce que, en fait, il y a oméga égale à 2pi fois la fréquence. La fréquence et la pulsation sont liées, en fait. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'on appelle ça fréquence. De 1, c'est plus facile à utiliser que la fréquence normale. Mais de 2, bah, voilà, vu qu'ils sont liés, bon, on appelle ça fréquence en réalité. Mais son vrai nom, c'est pulsation. Et lui, on appelle aussi fréquence on appelle fréquence spatiale, mais en fait, son nom, c'est nombre d'ondes. Mais en réalité, la vraie fréquence spatiale, c'est quoi? C'est le lambda, la longueur d'onde. On appelle fréquence spatiale la longueur d'onde. C'est juste ça. C'est la fréquence temporelle, mais pour l'espace. Lui, c'est quoi? C'est f. Voilà. Ça, c'est pour dire que c'est une fonction de t, de i. On s'en fout. Mais bref, en tout cas, la fréquence la fréquence temporelle, la fréquence spatiale. La fréquence spatiale, c'est lambda, c'est la longueur d'onde. Quand tu as une onde, en un instant donné, par exemple, tu prends la photo d'une onde, eh bien, la longueur entre ces deux bosses, c'est lambda. Par exemple, tu prends une vague d'eau, okay? Tu laisses tomber un caillou dans l'eau, tu auras un truc comme ça. Selon où tu regardes, tu vois, ça c'est les vagues que tu as formées. Mais si tu regardes de manière vers le bas, tu vas voir quoi? Tu vas voir ça se passer. Mais si je regarde à l'échelle, vraiment, tu vois, vraiment là où tu peux, on va dire que tu as un bac d'eau, elle est débordée d'eau. Bah, si tu regardes comme ça, bah, quand tu formes l'onde, eh bien, bah, tu vois des vaguelettes. Et c'est ça que tu vas voir. Comme ça. Ou bien, juste devant toi, il y aura ça. Voilà, genre ça. Tu vois, qui se propage quoi. Bref, en tout cas, la distance entre deux cercles, ou bien deux bosses, comme tu as ici, j'ai mis ça où? Ouais, ici, comme tu as ici, c'est la longueur d'onde. La longueur entre deux figures d'onde. Enfin, l'onde a plusieurs figures de cercles. Et bien, la longueur entre les deux cercles, c'est le lambda. Et du coup, cette longueur-là, c'est la fréquence de l'onde, mais pas temporelle. Une fréquence, c'est combien de choses qui se passent en un instant donné. Eh bien, non. La fréquence temporelle, c'est quoi? À tout le monde, tu ne sais pas ce que c'est. Hein. La fréquence, c'est quoi? C'est le nombre de choses que tu auras par unité de temps. Par unité de temps. Ça va? C'est le nombre de choses que tu as par par unité de temps. Par exemple, le nombre de craies que je vais jeter par temps. En une seconde, combien de craies j'aurai jeté? Si je jette 3 craies en une seconde, ma fréquence sera 3 Hz. Si je jette 100 craies en une seconde, ma fréquence sera 100 kHz. Si je jette 100 000 craies en une seconde, ma fréquence sera 100 kHz ou bien 100 000 Hz. Voilà, c'est le nombre de choses que tu fais par une unité de temps. Ça peut être le nombre de positions parcourues, ça peut être le nombre de choses. En fait, c'est juste une quantité par unité de temps. Ça peut être un débit aussi, pareil. Voilà. C'est des choses liées. Et du coup, voilà. C'est le nombre de choses par unité de temps. Il s'est exprimé en 1 sur seconde ou bien en Hertz. Ok? Ça, c'est adimensionnel. Ça n'a pas d'unité. Le nombre de choses que tu fais. Bref, ça c'est pour le temps. Pour la position, en fait, ça là, le lambda, c'est le nom, enfin. Attendez. C'est égal à la vitesse de ta lumière fois le temps. Bon, ça formule en réalité. Mais c'est quoi? C'est le nombre de figures
géométriques qui se répètent. Tu vois? Le nombre c'est le nombre de, ok, j'ai compris. Bon, quand je t'ai dit que l'un c'est fréquence spatiale, l'autre c'est fréquence temporelle, en fait, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que c'est période temporelle, période spatiale. Fréquence, c'est l'inverse de la période. Période, c'est le temps que tu fais pour jeter un craie, par exemple. Eh bien, la fréquence, c'est le nombre de craies que tu jettes en une seconde. Période, c'est le temps que tu mets pour jeter une craie. Je prends une seconde pour jeter une craie. Eh bien, la période, c'est une seconde. Je prends 10 secondes. La période, c'est 10 secondes. Et si je veux savoir en une seconde combien de craies j'ai jeté, eh bien, je fais 1 divisé par la période. Et tu obtiens la fréquence. Et du coup, le lambda, c'est pas vraiment une fréquence spatiale, c'est une période spatiale. Bon, là, la période temporelle, c'est le temps que tu mets pour avoir quelque chose ou bien faire quelque chose. Et bien ici, la période spatiale, c'est la distance qu'il faut pour que la figure géométrique se répète. Imaginons que tu as par exemple ça comme figure géométrique. Ok? De là à là, c'est, on va dire, 1 mètre. De là à là, c'est 1 mètre. De là à là, c'est 1 mètre. Et vu qu'une onde répète ces choses de manière périodique, eh bien, c'est la distance entre deux laps comme ça, quand c'est figé, eh bien, c'est la longueur d'onde. Ici, par exemple, la distance entre deux cercles formés quand le cercle, tout ça là, c'est figé, en point de photo, la distance entre les deux cercles là, c'est la longueur d'onde. C'est l'espace que ton onde a occupé. Tu vois, tu as un milieu, et bien c'est l'espace que le milieu. Bon, c'est ça en fait. Tu peux trouver une interprétation, mais physiquement c'est ça. C'est la distance entre deux cercles de l'onde. Et pour la lumière, vu que c'est une onde électromagnétique, et bien ça c'est le champ électrique et le champ magnétique qui se propagent dans l'espace, bien sûr. En réalité, c'est des sphères. En gros, c'est comme ça, dans toutes les directions. C'est voilà, c'est concentrique ou bien, je sais pas. En tout cas, ça se propage en sphère, tu vois. Et du coup, bah, ce sera la distance entre deux sphères, le lambda de la lumière. La distance entre deux sphères de la propagation de l'onde électromagnétique, eh bien, c'est lambda. Bref, tu as compris. Les deux choses qui caractérisent une onde, c'est sa fréquence, ici c'est la pulsation, et sa fréquence spatiale, qui est le nombre d'ondes. Le nombre d'ondes, c'est quoi? C'est K égale à quoi? À ohm. Attendez, je réfléchis. Le K, c'est la. Attendez, hein. J'ai oublié la relation de dispersion. Enfin, j'ai oublié la formule de K, le nombre d'ondes. Enfin bref, c'est. Non, j'ai oublié sa formule. C'est pas grave, on passe à autre chose. En tout cas, c'est une onde est caractérisée. Bon, ok, je vais effacer, je vais juste dire que. Je vais effacer et je vais faire ça plus simplement. Comme ça, tu vas comprendre. L'idée maintenant, c'est de comprendre. Pas vraiment d'être un expert, mais c'est de comprendre. Ok. J'ai très soif, mais bon. Du coup, une onde est caractérisée par la pulsation et sa fréquence temporelle. Enfin, bref, j'arrête. Non. Une onde est caractérisée par sa fréquence et la fréquence spatiale. Non, la période spatiale. En tout cas, ça c'est la longueur d'onde, ce que je t'ai montré ici. Ça c'est la fréquence. Le nombre de vagues que tu as en une seconde. Le nombre de vagues que tu as en une seconde, c'est la fréquence temporelle. Et du coup, une onde est caractérisée par ça. Tu peux voir ça avec la lumière, avec l'eau, aussi avec le son, et plein d'autres types d'ondes qui existent. On va voir. Du coup, bah voilà. Du coup, pourquoi je voulais quand même que tu comprennes ça d'abord, c'est parce que, bah, pour comprendre pourquoi une particule a les propriétés, pour comprendre pourquoi une particule
a les propriétés d'une onde. Et pourquoi une onde a les propriétés d'une particule? Bah voilà, c'est pour ça. Déjà, il faut savoir que, à part la lumière, les ondes sont faites de particules. Toute onde est faite de particules, à part la lumière. Enfin, non, une onde n'est pas faite de particules. Enfin, les ondes ils ont besoin d'un milieu pour se propager. C'est juste un phénomène d'échange d'énergie. Voilà. Et du coup, ils ont besoin de milieu pour se propager. Et du coup, bah, ils ont, comment dire, enfin, il faut que je me renseigne. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont les propriétés de particules, mais ils sont liés aux particules. Alors qu'une onde électromagnétique, c'est pas des particules. C'est juste de l'énergie, mais dans l'espace, quoi. Ça peut venir sur la Terre, mais elle peut aussi aller dans l'espace. Alors qu'une onde normale, l'espace, il n'y a rien, il n'y a pas d'onde. Voilà. Du coup, à l'époque, on disait que c'était juste une onde et c'est tout. Mais bref, du coup, ça veut dire qu'une onde. Enfin, bref, oublie le fait que je t'ai dit qu'une onde est faite de particules. Là, on va dire qu'une onde n'est pas faite de particules. En particulier, la lumière, elle n'est pas faite de particules. Jusqu'à ce que Einstein démontre que non, une lumière est faite de particules. Parce qu'elle échange de l'énergie par quantité par quantité. On appelle ça des quanta d'énergie. Des quanta. C'est là que vient le nom de la physique quantique. La physique qui étudie des particules qui changent de l'énergie par quantité. Et dont la lumière est faite de photons. Photons qui est une particule petite. Et pour savoir comment ces particules fonctionnent, eh bien, on doit voilà, utiliser des outils de la physique quantique qu'on va voir bien sûr par la suite. Et du coup, voilà. Du coup, une onde, Einstein a montré que. Non, non, d'abord les ondes. Non, non. Qu'est-ce qui a montré qu'une onde était une particule? Avant même que Einstein arrive voilà, à développer cela. Eh bien, c'est l'expérience de Young. Cette expérience a permis à faire quoi? À montrer qu'une onde a les. Non, non, non. Oui. Ah non, merde, pardon, excuse-moi. L'expérience de Young a juste montré que la lumière était une onde. Parce qu'on voyait que quand tu envoyais la lumière à travers deux fentes, tu obtiens le même résultat que si tu faisais ça pour une onde. Et du coup, bah, voilà, ça c'est ce qui a montré qu'une onde, la lumière était une onde. Et ce qui a montré qu'une particule était une onde aussi, c'était Einstein qui a dit que chaque particule, non, la lumière échange. Voilà. C'est d'abord, on a commencé par la lumière. On s'est dit que la lumière, c'est une onde, et il a montré que la lumière, on va dire, faisait. Tu avais une plaque ici, et quand tu envoyé de la lumière, à une certaine fréquence de ta lumière, à une certaine fréquence, ou bien F, de la lumière qui est une onde, eh bien, les électrons s'échappaient de la plaque. Et selon la fréquence de la lumière, eh bien, tu peux avoir plusieurs électrons qui s'échappent. Et si tu as la bonne fréquence, eh bien, les électrons ne vont pas s'échapper. Et du coup, bah, voilà, il a dit que, bah, voilà, il a utilisé, on va dire, l'équation de Planck, que Planck a trouvé pour expliquer un truc, le rayonnement des trous noirs, mais qui n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Einstein a vu cela et s'est dit que, ah tiens, j'ai besoin de ça pour montrer ce phénomène-là de photoélectrique, l'effet photoélectrique. C'est un effet où, quand tu mets la bonne fréquence à la lumière, tu peux faire éjecter des électrons de matière. Et du coup, l'énergie qu'il faut, enfin, on va dire qu'il faut 10 joules pour éjecter la première particule. Il faudra 20 joules pour éjecter la deuxième particule. Il faudra 30 joules par la troisième, etc. Imaginons que c'est comme ça. Eh bien, pour arriver à 10 joules, il faut augmenter la fréquence de la lumière jusqu'à atteindre, on va dire, 10 Hz par exemple. À 10 Hz, on a atteint l'énergie 10 joules pour que l'électron parte, tu vois. Eh bien, c'est pour ça que c'est lié. L'énergie pour extraire un électron d'une plaque est liée à la fréquence de la lumière, tu vois. C'est ça que l'équation dit. Il faut toujours faire parler une équation parce que là, l'équation révèle un secret. Que l'énergie pour libérer les électrons est liée à la fréquence de la lumière. Et bien sûr, le facteur de
le facteur de proportionnalité, c'est H, la constante de Planck. C'est lui qui a, qui a eu ce H, et Einstein a utilisé ça pour voilà, expliquer ce qui se passe ici. Il a non seulement utilisé ça, mais il a prouvé que c'est ça, parce que pour des fréquences données, enfin, si on veut arriver à une énergie donnée, on fait la constante de Planck fois une fréquence, par exemple, qui telle que ça fois ça égale à ça. À ce moment-là, on va dire par exemple, il faut 10 joules pour arriver à ça. Et la constante de Planck, c'est 1,66, je pense, un truc du genre. Eh bien, il faut faire fois 10 exposant moins, j'ai oublié, mais on va dire 19. Eh bien, il faudra un truc 10 exposant 19 ou plus pour que les 10 joules soient atteints. Même 10 fois ça. Du coup, il faut ça comme fréquence pour que l'électron il part. Tu vois, c'est un truc du genre. Du coup, il a montré ça comme ça. Et il s'est dit que vu que ça c'est vrai et on l'a démontré, pourquoi pas dire que vu que maintenant on a prouvé que la lumière était une onde, non, la lumière était une particule, enfin fait de particules en tout cas non, a des caractéristiques de particules, notamment ces énergies qu'il donne sont par paquet, on va dire, c'est des paquets d'énergie quoi. Par contre, pourquoi on parle de paquets d'énergie, je ne sais plus. Enfin, c'est quoi le lien entre paquet et fréquence? Bonne question. C'est une question à poser au prof pour le prochain cours. Mais bref, c'est. Voilà. On a montré que la lumière échangeait de l'énergie par paquet. Je ne sais pas pourquoi c'est par paquet. En tout cas, ils ont prouvé que c'est vrai. Et il s'est dit, vu que l'onde est faite de particules, en tout cas, a comme caractéristique de la particule d'échanger l'énergie par paquet, eh bien, il s'est dit, pourquoi pas attribuer le P qui était destiné aux particules au début du cours qu'on a vu. Pourquoi pas le lier à, enfin, pourquoi pas dire que la lumière a ça comme grandeur, P égale à ça. Eh bien, il a montré ça, et il a prouvé, et ça a marché. Et en plus, quelque chose d'autre a encore plus prouvé ça, c'est Compton qui a fait une expérience où il envoyait des particules sur, je pense, une particule. En gros, il envoyait, on va dire, j'ai oublié. Bon, là, je suis fatigué. Je propose qu'on continue une prochaine fois. On finit cette partie. Du coup, pour l'instant, ce qu'on a vu, on a vu les origines de la physique quantique, notamment Newton et ses postulats. On a vu aussi pour le but de la physique quantique, d'écrire ce qui se passe à l'échelle petite. On a vu les bases des particules élémentaires, de même que les particules élémentaires de l'univers. Et on a fini par parler de la notion de onde particule. Le fait qu'une onde a les caractéristiques d'une particule et inversement. Ça, on n'a pas fini parce que je suis crevé. Il y a des choses qui me manquent en tout cas comme éléments pour expliquer cela. Et bien, on n'a pas parlé de la physique quantique en réalité, ni même les postulats de la physique quantique, ainsi que les propriétés liées aux postulats qu'on a pu démontrer. Mais c'est pas grave, on continuera une prochaine fois. Voilà. En attendant, porte-toi bien et à une prochaine fois.